Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue chers amis. Vous qui aimez l'histoire, nous revenons sur l'ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier. Voilà, nous poursuivons le commentaire de cet ouvrage-là, qui parle de géopolitique. Surtout qu'aujourd'hui, l'actualité politique internationale, c'est la question de la géopolitique. La guerre en Ukraine, c'est un aspect de la géopolitique. Le bombardement et la destruction de la Libye, c'est un aspect de la géopolitique. Idem pour le bombardement et la destruction de la Syrie, de l'Irak, c'est de la géopolitique. La guerre civile provoquée dernièrement avec la rébellion du Tigré, c'est de la géopolitique. Ce qui se passe sous nos yeux au Mali, c'est de la géopolitique. Dans tous les pays africains, on tisse des toiles pour instaurer des régimes qu'on veut à notre solde. Voilà, c'est de la géopolitique, notamment les puissances internationales. L'utilisation du FMI, de la Banque mondiale, de l'OMS, comme des moyens de pouvoir, c'est de la géopolitique. Voilà. Même la nouvelle route de la soie de la Chine, avec tout ce côté, je peux dire, idéaliste, c'est aussi de la géopolitique. Voilà. La géopolitique est partout. La guerre au Yémen, de l'Arabie et de ses alliés, c'est de la géopolitique. Voilà. Les bombardements sporadiques d'Israël contre la Syrie de Bachar el-Assad et contre l'Iran, c'est de la géopolitique. Et moi, je dis qu'il faut qu'Israël cesse ça, parce que c'est de la provocation. Israël se rend compte que ces deux pays-là ne réagissent pas. C'est de la provocation. L'Israël ne sera pas toujours forte pour continuer cette politique-là. Voilà, il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle accepte de vivre en harmonie avec ses voisins. Alors, donc, on va poursuivre donc, cette série-là. Alors, donc, il écrit que Brzezinski, il dit que dans sa définition, l'Occident est chrétien. C'est ce qu'il dit. L'Occident est chrétien. Moi, souvent, j'en ris. Quand j'entends l'Occident chrétien, mais je dis, mais s'ils étaient véritablement chrétiens, en retenant cette parole fondamentale, ce qu'on appelle, je peux dire, la règle d'or, ne fais point à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Est-ce que l'Occident a respecté cela quand l'Occident se prétend chrétien? Vous êtes allé faire la traite négrière, esclavagiser les gens, faire la colonisation, faire des massacres partout, sur tous les continents. Est-ce que ça, c'est chrétien? C'est comme ça qu'on dit que non, la situation européenne, la situation chrétienne, moi j'en ris. Non. Ils se sont servis simplement de cette religion. Mais sinon, dans les faits, rares sont ceux qui ont vécu réellement, conformément à la règle d'or, ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Aime ton prochain comme toi-même. Ils n'ont pas appliqué ça. Donc, quand moi j'entends ça, j'arrive. Donc, c'est ce qu'il dit. Et il précise que le pendant, n'est-ce pas, évidemment, en Europe occidentale, bon, c'est la Rome pontificale qui a amené les choses jusqu'à ce qu'il y ait, je peux dire, ce qu'on appelle les églises réformées, avec Martin Luther, voilà. Et les églises réformées, voilà. Et puis les guerres de religion, mais aussi qu'il y avait un pendant très fort politique. Voilà. Là encore, des gens qui se réclament du Christ Jésus et qui s'entretuent. Voilà le visage de l'Occident. Voilà le visage de l'Occident. Plein de contradictions chez eux. Alors il dit qu'il y a le pendant, n'est-ce pas, oriental un peu, voilà, de ce christianisme-là, qui est la Byzance. Byzance, notamment Constantinople, qu'aujourd'hui Istanbul. Voilà. Quand on peut dire que la Rome antique s'est déportée vers l'Est, voilà, et que la Byzance a pris le relais de la Rome détruite au 5e siècle par les barbares. Alors il parle de l'Europe de Charlemagne, réduite à l'ouest du continent, qui a constitué aussi la nécessité d'un ensemble cohérent durant la guerre froide. Mais il oublie un aspect. Il y a eu Al-Andalus, c'est-à-dire les musulmans ont occupé une bonne partie de ce qu'est l'Espagne pendant des siècles. Oui, pendant des siècles. Et c'est après qu'il y a eu ce qu'on a appelé la Reconquista, avec la reine
Isabelle et son mari Ferdinand. Hein. Et ils ont chassé les musulmans et les juifs qui étaient à Al-Andalus, en cette partie de l'Espagne. Alors il dit, en Europe centrale, les États les plus stables et les plus développés, tous issus de la tradition occidentale, pétrinent et notamment la République tchèque, la Pologne, la Hongrie et peut-être aussi la Slovénie, répondent aux critères d'adhésion. Bon. Pourquoi? Pour adhérer quoi vous voyez? Ce qu'il oublie. Par exemple, la Hongrie. La Hongrie a été massivement peuplée par des peuples venus d'Asie, notamment par les Huns. Attila était un des chefs guerriers des Huns. D'ailleurs, il a tenté d'envahir Rome. Voilà. C'est pour ça que la langue hongroise est une langue asiatique. Ce n'est pas une langue indo-européenne. Et puis certains de ces Huns-là sont partis en Finlande. Donc le finnois aussi est une langue asiatique. Voilà. Comme le chinois et autres. Voilà. Ce ne sont pas... Mais bon, la Hongrie aujourd'hui fait partie de l'Union européenne. Et vous avez vu l'attitude du Premier ministre Viktor Orban. Il dit que lui ne peut pas se passer. Son pays ne peut pas se passer du pétrole et du gaz russe. Et qu'il ne va pas suivre les autres pays de l'Union européenne dans leur volonté de toujours prendre des sanctions contre la Russie. Au point même qu'il y a un député européen qui a dit qu'ils se sont tirés une balle dans le pied, l'Union européenne, en prenant ces sanctions contre la Russie. Mais maintenant, ils se sont tirés une balle même en pleine poitrine. Bon, ça c'est leur problème là-bas. Alors, les conditions semblent réunies pour intégrer la Pologne. La Pologne a été intégrée. La Tchéquie aussi a été intégrée. Et la Hongrie, tous ces pays ont été intégrés à l'OTAN. Et c'est ce qu'il prévoyait déjà. Il parlait de ça. Brzezinski parlait de ça. Donc déjà, l'expansion de l'OTAN, ça faisait partie de leur projet. Alors, il parle aussi d'un futur élargissement de l'Alliance qui va coïncider avec un élargissement de l'Union européenne où s'en suivra. Donc, il montre ici que quand l'Union européenne intègre un pays, la suite, c'est que ce pays intègre l'OTAN. C'est ce qu'il entend ici. Le processus d'adhésion à l'Union met en jeu des démarches complexes, à la fois par le nombre d'étapes à franchir pour être qualifié et par les exigences à satisfaire pour devenir membre. Voilà, donc c'est cela. Dès que tu es membre de l'Union européenne, bon, néanmoins, dès que l'adhésion à l'Union européenne des 3 nouveaux membres de l'OTAN sera effective, il sera temps pour les 2 organisations de se pencher sur le cas des nouveaux aspirants, République balte, Slovénie, Roumanie, Bulgarie, Slovaquie et peut-être aussi l'Ukraine. Je reprends, vous avez entendu, non? Néanmoins, dès que l'adhésion à l'Union européenne des 3 nouveaux membres de l'OTAN sera effective, effectivement, ça a été fait. Il sera temps pour les 2 organisations de se pencher sur le cas, c'est-à-dire l'Union européenne et l'OTAN, de se pencher sur le cas des nouveaux aspirants, République balte. C'est-à-dire, quelles sont les républiques baltes? C'est-à-dire la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie. Voilà. La Slovénie, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie et peut-être aussi l'Ukraine. Donc, ils envisageaient que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Même si formellement, au plan administratif et des accords, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, mais quand on voit l'attitude des États-Unis et des pays de l'OTAN, c'est comme si l'Ukraine était membre de fait de l'OTAN. Voilà. Parce qu'ils envoient massivement des armes là-bas, au point où même certains commencent à se plaindre qu'attention, les réserves de nos arsenaux militaires, là, de nos matériaux là, sont en train de diminuer, parce qu'on en a envoyé beaucoup en Ukraine. Mais où va tout cet arsenal-là? C'est vrai, c'est utilisé par les combattants ukrainiens. Certains sont détruits même avant d'avoir été utilisés par les Russes. Mais on a vu dernièrement un avion cargo qui a quitté l'Ukraine avec des armes, qui était censé se rendre au Bangladesh. Mais moi, je vais vous dire pourquoi est-ce que ça s'est rendu au Bangladesh. Pourquoi est-ce qu'on prend des armes en Ukraine et on veut envoyer ça au Bangladesh? Le Bangladesh fait frontière avec qui? Fait frontière avec le Myanmar, c'est-à-dire avec la Birmanie. Donc, vous voyez que leur stratégie, parce qu'ils sont contre le régime des militaires de Birmanie, du Myanmar. Et il y a déjà une rébellion là-bas, pour ne pas dire 2. Il y a ce qu'on appelle les Rohingyas. Bon,
ce sont les musulmans. Bon, mais les Birmans même n'aiment pas ce mot-là, parce que les Birmans considèrent que ces Rohingyas-là, leur pays d'origine, c'est le Bangladesh, et ce n'est pas faux. Ils viennent du Bangladesh. C'est des Bangladeshis. Quand tu les regardes, ils n'ont pas le type mongoloïde comme les Birmans ordinaires. Maintenant, il y a un peuple qui est chrétien qu'on appelle les Karen. Eux aussi, ils ont pris les armes. Donc, en fait, ces armes-là, ils voulaient aller livrer ça aux Rohingyas pour provoquer une rébellion là-bas. Malheureusement pour eux, le cargo là a craché et cet avion s'est écrasé en Grèce. Ça s'est écrasé en Grèce. Oui. Donc voilà. Mais si le Bangladesh se rend coupable d'une telle complicité, mais il risque d'avoir un affrontement entre le Myanmar, Birmanie et puis le Bangladesh. Voilà, c'est ce qui risque d'arriver. C'est ça. Tout ça, c'est de la géopolitique, dit-on. Il est à noter que même à l'horizon lointain, le simple fait de pouvoir espérer être intégré exerce déjà une influence bénéfique sur la conduite des candidats potentiels. Bon, finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire tout ça contre qui? C'est pour ça que même le pape François a dit que vous êtes allé en Ukraine. Hein? En fait, l'OTAN est allé aboyer aux portes de la Russie. Voilà. Et c'est ça qui a provoqué la guerre. Même le pape l'a dit. Chacun d'entre eux sait que l'Union européenne et l'OTAN refusent d'accueillir des pays qui n'auraient pas surmonté les tensions internes ou régionales liées aux droits des minorités ou à des revendications territoriales. Les droits des minorités dont il parle là, c'est qui? Est-ce que ce sont les migrants minoritaires? Non. Il parle des droits des homosexuels et autres, c'est-à-dire les LGBT. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, mais il ne le dit pas ici franchement. Le différend entre la Turquie et la Grèce pèse déjà assez lourd. Inciter, bon, ce différent-là, c'est quoi? Quel est ce différent? Ça concerne Chypre, l'île de Chypre. Hein? Parce que l'île de Chypre, c'est une île où habitent des Grecs et puis aussi où habitent des Turcs. Bon. La partie grecque, là, fait partie de la Grèce et, en fait, c'est reconnu, en fait. C'est indépendant. Et ça fait partie de l'Union européenne. Mais la partie turque, les Européens de l'Union européenne n'en veulent pas. Pourquoi? Parce que c'est des musulmans. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, la Turquie fait partie de l'OTAN, mais la Turquie n'a pas pu intégrer l'Union européenne? L'Union européenne n'en veut pas. Sous prétexte de quoi? Qu'ils sont musulmans. Mais ça veut dire quoi? Vous prétendez qu'il y a la liberté de religion. Mais si la Turquie est musulmane à majorité, mais n'oublions pas que même en Turquie, il y a des minorités chrétiennes. C'était là-bas Byzance, c'était là-bas Constantinople qui est devenu Istanbul. Donc il y a le patriarche de Constantinople qui est encore là. Vous comprenez? Donc ça veut dire que ces gens-là, ils ne tiennent pas compte en fait de l'histoire. Ça, c'est un problème. Ils ne tiennent pas compte de l'histoire. Mais des dirigeants qui dirigent sans tenir compte de l'histoire, c'est comme un navire qui est sans gouvernail. C'est comme un navire qui est sans gouvernail. C'est ça. Même dans cette affaire de l'Ukraine, ils n'ont pas tenu compte des tenants et des aboutissants liés à l'histoire de ce pays. C'est ça qui fait problème. C'est ça qui fait problème. Quand des politiciens ne contactent pas des historiens pour que ceux-là puissent leur dire, tenez compte des facteurs historiques. Les facteurs historiques sont très importants. Quand j'entends des hommes politiques qui veulent minimiser aujourd'hui les sciences humaines et sociales, ils me font rire. C'est de l'ignorance en fait. C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. On doit admettre, je continue dans la lecture, on doit admettre comme un axiome que l'unité politique de l'Europe est indissociable de sa sécurité. Mais tous les pays ont besoin de sécurité, c'est pour ça que chaque pays a une armée nationale. Donc on n'a pas besoin d'une armée supra-internationale comme l'OTAN. En fait, il veut dissimuler la volonté impérialiste des États-Unis derrière cette affaire. C'est de ça qu'il s'agit. Il est difficile de concevoir une Europe réellement unie sans un pacte de sécurité avec les États-Unis. Pourquoi? Est-ce que quand les États-Unis n'existaient pas, chaque pays européen ne gérait pas sa sécurité? Ça aussi, c'est un mensonge de Brzezinski, il ne dit pas la vérité. Évidemment, lui, il est États-Unis, donc bon, il parle pour les intérêts des États-Unis, c'est tout. En suivant ces règles, il est d'ores et déjà possible d'indiquer les états possibles du double élargissement de l'Europe et du système de sécurité transatlantique. On les a vus. Ils ont avancé l'argussie
Notamment, j'ai entendu Sarkozy dire ça, l'argutie de l'Europe chrétienne qui ne l'est pas du tout. Parce que la plupart des gouvernants d'Europe sont des francs-maçons. Et il a dit que non, l'Europe est chrétienne et que donc la Turquie étant musulmane ne peut pas intégrer l'Union européenne. Mais pourtant, qu'est-ce qu'aujourd'hui ils veulent faire? Ils veulent intégrer l'Albanie et le Kosovo à l'Union européenne. Mais l'Albanie est à majorité musulmane. De même que le Kosovo. D'ailleurs, le Kosovo, là, ce sont des Albanais qui sont là-bas. Ils occupent la grande partie. Mais il y a une minorité serbe qui refuse de reconnaître le gouvernement du Kosovo. Voilà le problème. Là, pour l'Albanie, vous voulez faire en sorte que l'Albanie entre dans l'Union européenne. Mais vous savez que ce sont des musulmans. Tout comme les Kurdes, les Turcs. Vous voyez, donc, quand vous connaissez l'histoire, les fadaises que racontent les hommes politiques vous font rire. Moi, j'en ris. C'est pour ça que j'invite les gens à s'intéresser à l'histoire. Votre vie, même en tant qu'individu, est toute une histoire. Votre famille a une histoire. Votre pays a une histoire. Voilà, c'est comme ça. En 1999, une première série de pays d'Europe centrale auront été admis dans l'OTAN. Bon, c'est ce qui s'est passé. Beaucoup de pays ont adhéré à l'OTAN. Il a même fait même ici un tableau de l'adhésion, des étapes à franchir, etc. pour finalement tomber dans l'escarcelle de l'OTAN. Alors, il parle ici de l'intégration des États balkaniques pourrait amener la Suède et la Finlande à envisager leur candidature à l'OTAN. Tu vois? Vous voyez, excusez-moi, vous voyez, c'est ce qui est en train de se passer présentement. La Suède et la Finlande veulent entrer dans l'OTAN. Mais qu'est-ce que la Russie a répondu? Elle a répondu qu'elle ne peut pas les empêcher d'entrer dans l'OTAN, mais il y aura des conséquences. C'est tout ce que... Au plan diplomatique, c'est tout ce que la Russie a dit. Elle dit, si la Suède et la Finlande, qui au départ se voulaient des pays neutres, entrent dans l'OTAN, il y aura des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Parce que chaque fois qu'un pays de l'Europe entre dans l'OTAN, cela veut dire quoi? Les frontières de l'OTAN se rapprochent des frontières de la Russie, qui a été déjà déclarée comme un pays ennemi. Voilà. Tout comme la Chine a été déclarée comme un pays ennemi par les pays de l'OTAN. Mais quand c'est comme ça, là, la Russie aussi fait simplement, pointe aussi ses missiles vers le territoire de ce pays-là. C'est ce qui se passe. La Russie pointe ses missiles vers ce territoire-là. Donc, toi, tu sais qu'à tout moment, tu peux être attaqué. Donc, c'est ça le problème. Voilà. Tout comme vous envisagez d'attaquer la Russie, elle aussi, elle envisage de vous attaquer parce qu'elle pointe ses missiles contre vous. Pendant la même période, il est vraisemblable que la collaboration... Vous voyez tout ce que Brzezinski dit, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Vraiment, il a fait un gros effort d'analyse géopolitique. Ça, il faut le lui reconnaître. Voilà. Pendant la même période, il est vraisemblable que la collaboration franco-germano-polonaise au sein de l'Union européenne de l'OTAN se sera approfondie spécialement en matière de défense. Ouais, vous voyez, bon, cela veut dire que les choses ne sont pas impossibles. On a vu ce que l'Allemagne a fait à la France et à la Pologne. Aujourd'hui, bon, ils collaborent. Voilà. Donc, c'est ça, c'est toujours possible. Une question essentielle se pose. Ce scénario se déroulera-t-il dans un environnement apaisé ou dans un contexte de tension croissante avec la Russie? Vous voyez, il envisageait déjà cette tension avec la Russie. Mais c'était évident. Vous ne pouvez pas venir comme ça aux portes de la Russie avec vos armées, avec vos missiles, et puis la Russie ne va pas intervenir. Donc, vous voyez, il avait déjà prévu ça. Il a dit qu'il est trop tôt pour donner une réponse. Bon, la réponse aujourd'hui, on l'a, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la réponse, on l'a. En retour, cette nouvelle étape mettrait à l'ordre du jour la fusion du système de sécurité transatlantique avec un système eurasien transcontinental. Bon, vous voyez. C'est-à-dire que l'OTAN veut s'étendre à tout le continent européen. Mais est-ce que maintenant, c'est leur seul but? Aujourd'hui, ils veulent maintenant étendre leur axe au sud de l'Atlantique. Alors que l'OTAN, ça veut dire quoi? L'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Maintenant, ils veulent créer maintenant une organisation du traité de l'Atlantique Sud, c'est-à-dire au niveau maintenant du golfe de Guinée. C'est cela. C'est pour ça qu'ils ont installé, d'après une école antiterroriste en Côte d'Ivoire. Oui, une école antiterroriste en Côte d'Ivoire, notamment, je ne sais pas si c'est dans la région de Jacquesville, etc. Et c'est cela. C'est cela. Et c'est ce qui explique les voyages de certains... les voyages diplomatiques des Occidentaux, notamment en Afrique de l'Ouest, etc. Pour eux, c'est une façon de verrouiller cette zone-là pour ne pas que la Russie
ait de l'influence. Mais la Russie aussi commence aussi à tisser aussi sa toile. Et face au terrorisme, ben, certains pays certains pays d'Afrique se rendent compte que la Russie est très utile pour les protéger du terrorisme. Donc, qui sont des bras armés, les terroristes qui sont des bras armés utilisés par l'Occident, c'est la vérité, tout le monde le sait. Voilà, tout le monde le sait. Voilà. Voilà. D'où des accords militaires avec le Mali, avec la Centrafrique. Et on crie, on dit Wagner, Wagner. Non, c'est des accords entre États. C'est des accords entre États. Maintenant, les armées privées sont utilisées. Hein? Blackwater, c'est une armée privée américaine. Aegis, c'est une armée privée anglaise. Et ce sont des armées privées qui sont très puissantes. Pour celles de choses de la Russie, en fait, qu'on appelle Sewa Sécurité, ils l'ont appelé Wagner. Bon, ça, c'est eux qui voient. Voilà, c'est comme ça. Alors, il écrit, pour conclure, la fin de l'Europe de Yalta ne doit à aucun prix nous ramener à l'Europe de Versailles. Ce serait une régression vers les querelles entre États-nations. Une régression vers les querelles États-nations. Mais aujourd'hui, même l'OTAN est confrontée à des États-nations. Pourquoi? Parce qu'eux, ils veulent un monde unipolaire dominé par eux et leur système. Hein, que moi j'appelle le système occidental. C'est-à-dire quoi? Des structures sur lesquelles ils s'appuient. Et puis ça appuie beaucoup sur les structures de l'ONU. Parce que l'ONU, c'était leur idée. Hein. Tout ce que la Russie et la Chine peuvent faire, c'est bloquer des résolutions au niveau du Conseil de sécurité. Mais pour tout le reste, c'est gangréné par des hommes des Occidentaux. Que ce soit au niveau de l'OMS, que ce soit au niveau de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que ce soit au niveau de, comment on appelle ça, les structures les luttes contre la faim, que ce soit le FMI, que ce soit la Banque mondiale, etc. Tout ça, c'est noyauté par eux. Que ce soit les structures de droits de l'homme, etc. Tout ça, c'est contrôlé par les Occidentaux. C'est comme ça. Voilà. Mais les pays maintenant qui veulent garder leur indépendance, qui se veulent nationalistes, ils sont confrontés à ceux-là qui veulent mettre en place ce qu'ils appellent leur nouvel ordre mondial. Voilà. Qui est d'ailleurs un nouvel ordre mondial luciférien. Ça, je le dis, hein, c'est clair. Voilà, parce que ce sont des loges qui sont derrière ça. Voilà. Notamment les loges des Illuminati et puis des francs-maçons. Les Illuminati sont les leaders et les élites au sein de la franc-maçonnerie. Alors donc, il parle de l'objectif géostratégique central de l'Amérique en Europe. Il peut se résumer très simplement. Elle vise à consolider, grâce à un partenariat transatlantique plus équilibré, sa tête de pont sur le continent eurasien. Ainsi, l'Europe élargie pourra servir de tremplin pour instaurer en Eurasie un ordre international fondé sur la démocratie et la coopération. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la démocratie. Même au sein de l'OTAN, il n'y a pas la démocratie. C'est l'état-major américain qui prend les décisions. Et les autres suivent. En quoi est-ce que c'est démocratique? Ce n'est pas démocratique. Maintenant, ils ne veulent pas s'arrêter là. Ils veulent créer aussi, comment on appelle ça, en Océanie, disons, un autre pôle militaire avec la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie, l'Australie. Ils veulent inclure la Thaïlande, mais la Thaïlande est méfiante. La Thaïlande veut plutôt rentrer dans les BRICS. Hein? Veut rentrer plutôt dans les BRICS, c'est-à-dire cette organisation qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et tous ceux qui ne veulent pas entrer dans cette logique-là, les gens de l'OTAN et de l'Union européenne sont prêts à les déstabiliser. J'entends même, récemment, on parle maintenant de printemps arabe en Afrique du Sud. Mais ils n'ont qu'à créer un chaos là-bas, ils vont voir ce qui va se passer. Ils n'ont qu'à créer un chaos là-bas, ils vont voir ce qui va se passer. Si la minorité blanche là pourra vivre en Afrique du Sud, ils n'ont qu'à créer un chaos là-bas. Hein? Bon, quand ils créent des chaos là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont créé chaos en Libye. Ils ne peuvent pas contrôler la Libye. Jusqu'aujourd'hui, il y a deux gouvernements. Il y a le gouvernement de Haftar et puis il y a le gouvernement de choses de Tripoli reconnu par la communauté internationale autoproclamée. Voilà. Dernièrement, même, ils se sont affrontés encore entre factions là-bas. Il y a un pauvre enfant qui a été tué même dans cette affaire, dans ces affrontements-là. Vous voyez? L'Iran se veut indépendant. L'Inde n'entre pas dans leur logique. La Russie et la Chine non plus. Et puis, eux, ils sont combien par rapport au reste du monde? Ils sont une minorité. Donc, voilà le problème. Donc, je vais m'arrêter là.
Donc, je présentais un pan de l'ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier. Voilà. Où vraiment, je reconnais que ce monsieur est un grand géopolitique. Il a vraiment fait une analyse prospective. Parce que beaucoup de choses qui se déroulent sous nos yeux et qui se sont passées, il les a prédits dans son ouvrage. Voilà. Il les a prédits dans son ouvrage. Là, il n'est pas prophète, mais son intelligence, son intellect lui a permis quand même de faire des prédictions. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Il y a un de mes petits là, le fils d'une sœur, Pierrot. Il est venu me voir dernièrement. Il s'intéresse beaucoup à la géopolitique parce qu'il a vu les vidéos que je fais sur l'ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier. J'ai échangé avec lui. Pierrot, je te salue. J'ai échangé avec lui. J'ai dit, mais il ne faut pas suivre la géopolitique telle qu'aujourd'hui elle est prônée. Parce qu'elle est basée sur la raison du plus fort. La raison du plus fort ne peut pas prospérer tout le temps. C'est pour seulement un moment. De toute façon, tout est passager sur Terre. La bonne géopolitique, c'est la politique qui respecte les intérêts des autres et qui ne cherche pas à imposer ses vues et pratiquer l'impérialisme. Aujourd'hui même, on voit que la démocratie est manipulée. Les votes sont manipulés. Voilà, celui auquel je parlais, Martin Fayoulou au Congo RDC. En fait, c'est lui qui a gagné les élections. Ce n'est pas Félix Tshisekedi. Même la hiérarchie de l'église catholique au Congo s'est plaint. Pour dire que non, il y a eu des trucages. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a gagné les élections. C'est Martin Fayoulou. Et chaque fois, c'est comme ça. On fait 2 poids, 2 mesures. Hein? Kaka Déby, il vient, on lui donne le pouvoir en lieu et place de son père. Hein? Alors que c'était le président de l'Assemblée nationale qui, conformément à la Constitution, devait diriger une transition jusqu'aux élections. Alors, et puis c'est ceux-là qui parlent de démocratie, alors que c'est eux qui créent toutes ces situations de chaos un peu partout. Chaos en Syrie, chaos en Libye, chaos en Irak. Le chaos contre l'Éthiopie a été freiné, Dieu merci. Ils ont tenté un chaos contre le Venezuela, ça n'a pas marché. Non. Et tout le monde entier est exaspéré par le comportement des Occidentaux. Exaspéré. Voilà, donc je disais à mon petit Pierrot, il dit Pierrot, il faut que la géopolitique que toi tu veux apprendre et faire là, il faut que ça se base non pas sur la démocratie, qui est une fausse notion, qui est manipulée par les élites, mais il faut t'appuyer sur ce que nos ancêtres de l'Égypte antique, les Kamites, ont dit. La vérité et justice. C'est la vérité et la justice étaient au centre des relations internationales, au centre des relations entre pays, mais la terre même serait un paradis. Et déjà, nos ancêtres kémites de l'Égypte antique, c'est ce qu'ils disaient. Je vous souhaite une bonne journée.